این که پرید از پای پرواز زیلانه رزمی تو قشنگ است و قشنگ Les femmes ont un problème avec leur voix. C'est bien connu. Quand elles ne se contrôlent plus, ça part dans les aigus, ça devient carrément hystérique. Ça piaille, ça ne sait plus s'arrêter. Ça parle fort, ça devient tellement vulgaire, agressif. Là. Non, il y a un vrai problème avec la voix des femmes. Sauf quand elles la travaillent, quand elles la changent, qu'elles la posent, l'aggravent, la calment, la bouclent. Aujourd'hui, la République islamique d'Iran interdit aux femmes de chanter en public. Depuis quelque temps, les talibans font pire. Non seulement ils interdisent aux femmes de chanter en public, de parler en public, de déclamer de la poésie en public, mais depuis peu, ils interdisent aussi aux femmes de faire entendre leur propre voix aux autres femmes dans l'espace public. Ah, ils ont bien compris. Plus de voix de femmes, plus de problème. Parce que la voix des femmes, c'est bien connu. C'est le problème. Alors, c'est pour ça que lorsqu'elles disent qu'on leur coupe toujours la parole, qu'on ne les écoute pas ou qu'on n'entend pas ce qu'elles disent, on leur propose des formations pour leur apprendre à poser leur voix, à prendre la parole en public, à gagner en leadership au féminin, à trouver confiance en elles, à oser, à s'affirmer, à s'imposer, à l'ouvrir. Parce que c'est bien connu, la voix des femmes, c'est un problème. Je suis Aline Jalliet, je suis coach de la voix. Et pendant longtemps, moi aussi, je pense que les femmes ont un problème avec leur voix. Que si elles veulent être écoutées, il faut d'abord qu'elles apprennent à se faire entendre. Et c'est mon métier d'ailleurs, ça, aider les femmes à se forger une voix. Il a fallu que je parte m'exiler en Belgique pour me rendre compte que moi aussi, en entendant des voix de femmes décomplexées, j'étais capable de dire « mais qu'elles se taisent » ou bien « qu'est-ce qu'elles manquent de féminité ». Il m'en a fallu du temps pour comprendre que le problème, ça n'était pas la voix des femmes. Le problème, c'était ma façon de les écouter. Alors, vous pensez peut-être que je vais vous parler de la voix des femmes. Alors, pas tout à fait. Je vais vous parler de notre perception de la voix des femmes. Dans les années 20, les radios américaines limitent les voix de femmes à l'antenne. Parce que, c'est bien connu, les femmes sont naturellement émotives et que sous le coup de l'émotion, leur voix produit des aigus qui ne peuvent être pris en charge par les équipements radio. Et puis, c'est bien connu, les voix de femmes sont douces et manquent de puissance. Il faut donc monter le volume des micros et tout de suite, ça devient perçant, criard et vite insupportable. Figurez-vous que ces clichés sur la voix des femmes, c'est ce qu'on appelle un stéréotype auditif. C'est même à cause des stéréotypes auditifs qu'une règle ancestrale de la radio veut que pendant longtemps, on n'y diffuse jamais plus de 2 voix de femmes à la suite. Mais les stéréotypes auditifs associés à la voix des femmes ne datent pas d'hier. Dans l'Antiquité gréco-latine, par exemple, on associe la voix des femmes et des hommes à des qualités morales.
La voix grave de l'homme y est symbole de force, de courage, de légitimité. La voix aiguë de la femme, signe de lâcheté, de manque de maîtrise, d'impuissance. Le discours public ne peut donc être que le propre de l'homme. Quand une femme prend la parole en public, elle menace l'ordre social et l'équilibre même de l'État. Ça n'est plus une femme, c'est un monstre. C'est clair, il suffit d'entendre sa voix. Vous pensez qu'aujourd'hui, tout ça, c'est derrière nous? Vous pensez qu'aujourd'hui, on n'associe plus voix de femme et incompétence à la parole publique? Alors suivez-moi. Allons faire un tour à l'intérieur de l'Assemblée nationale, à l'intérieur de l'hémicycle. Quand des députés femmes tentent de s'exprimer dans des micros réglés pour les voix d'hommes, voilà ce qu'elles entendent. Trop aiguë, trop rapide, trop forte, qu'elle arrête de faire sa Sarah Bernard. Arrêtez de hurler, cessez de vociférer, qu'elle se dépêche, doucement, on respire. Ça, c'est la meuf qui gueule tout le temps. Quelle voix de poissonnière. Le brouhaha est parfois tellement fort qu'une femme politique m'a confié être obligée de porter des bouchons d'oreille pour réussir à entendre sa propre voix quand elle s'adresse à l'Assemblée. Qu'est-ce que me disent les femmes quand elles viennent me voir pour travailler leur voix? Qu'on ne les entend pas. J'ai fini par comprendre ce qu'elles veulent dire. Quand les femmes disent qu'elles n'arrivent pas à se faire entendre, elles ne parlent pas de leur capacité à prendre la parole, non. Elles parlent de l'écoute qu'elles ne reçoivent pas. Et toutes les femmes, moi la première, pensent alors que le problème, c'est leur voix. Quand je me penche sur la question, je découvre des chiffres édifiants. Dans l'espace public, les hommes sont responsables de 96% des interruptions de parole. Ils monopolisent 75% du temps de parole en réunion, 66% du temps de parole dans les médias, télévision et radio confondus, 40% de plus que les députés femmes à l'Assemblée nationale. Je réalise que dans l'espace public et partout où la parole est un enjeu de pouvoir, les hommes occupent avec leur voix plus de temps de parole et plus d'espace sonore que les femmes, qu'ils coupent la parole plus souvent, qu'ils la monopolisent plus longtemps, qu'ils couvrent la voix des femmes avec leurs commentaires, leur voix, leur bruit, leur condescendance. Alors, je me dis que le problème avec la voix des femmes n'est peut-être pas là où l'on croit. Non seulement elles ne reçoivent pas d'écoute, mais elles n'ont pas non plus l'espace pour faire entendre leur voix. Mansplaining, manterrupting, talk blocking, voice spreading. À la suite de tous ces mots anglais qui viennent nommer depuis peu ce que notre langue française semble ignorer, moi j'ai inventé man voicing. Man voicing, monter le nombre de décibels pour empêcher l'autre de parler et imposer ainsi sa pensée. Parce que nous savons bien que ce qui ne peut être nommé n'existe pas. Dans un écosystème de voix d'hommes, où les graves dominent et le font savoir, la voix des femmes semble vite dissonante et inadaptée. Leurs aigus toujours trop forts et toujours trop aigus. Vous avez senti? Vous venez de vivre ce qu'on appelle un réflexe auditif. Alors, le réflexe auditif, ça s'empare de vos muscles, de votre respiration et de votre jugement, et ça vous empêche d'écouter. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne quand une femme dit quelque chose et qu'on lui reproche sa voix. Tout à coup, un filtre nous empêche de l'écouter. Et ce filtre, c'est sa voix. Alors, permettez-moi quand même une petite question. Si les hommes avaient une voix aiguë,
nous semblerait-elle aussi insupportable. Parce que pour les femmes, ce filtre sur leur voix a des incidences énormes. Au travail, elles contrôlent, aggravent, calibrent leur voix pour gagner en sérieux et en légitimité, en crédibilité. Dans l'intimité, elles lissent leur voix et réduisent les décibels pour répondre aux attendus de la féminité. Pas, dans la voix des femmes, pas le droit à l'exaspération, l'énervement ou la colère. Alors, à force de contrôle, parfois, la voix des femmes fait exploser les digues et grimpe dans les aigus. Elles se cherchent un chemin jusqu'au cri pour réveiller, bousculer, secouer cette oreille qui ne l'écoute pas. Et ça ne sert à rien. Parce que face à l'intensité émotionnelle dans la voix des femmes, nous faisons toujours la sourde oreille. La conséquence ? J'ai découvert ce qu'on appelle la charge vocale. Figurez-vous que les troubles de la voix sont 2 fois plus fréquents chez les femmes. Ce sont d'ailleurs les personnes les plus à risque de développer des pathologies liées au surmenage vocal. Alors que faire ? Que pouvons-nous faire pour percer le fond inaudible de la voix des femmes à l'intérieur de nos oreilles ? Les femmes, elles, ont trouvé une solution. Elles se rassemblent parce que le nombre, ça fait du bruit et que le bruit, tout à coup, ça s'entend. Quand, depuis 2017, des milliers de MeToo, donc de moi aussi, font résonner dans le monde entier la voix des femmes agressées, violentées, violées. Quand, plus récemment encore, des cris et des chants de résistance montent du fond des prisons où les femmes iraniennes sont enfermées. Quand, depuis quelques semaines, de l'intérieur de leur maison où elles sont cloîtrées, les femmes afghanes se filment face caméra pour faire entendre au monde entier leur voix désormais interdite, la voix des femmes devient politique. Pourtant, pendant longtemps, moi, j'ai cru que les femmes s'étaient toujours tues. J'imaginais que dans l'histoire, elles avaient été absentes, soumises et silencieuses. Et puis, il y a 5 ans, quand je commence à me documenter pour écrire mon livre sur la voix des femmes, je me replonge dans l'histoire. Et là, le choc. Je découvre que les femmes ont toujours été résistantes, engagées, combatives, sonores, vocalisantes, bruyantes. Et alors, je commence à les entendre dans ma propre voix. Toutes celles qui se sont levées dans l'espace public pour faire entendre leur voix. Toutes celles qui se sont transmises de génération en génération, de lutte en lutte, de voix en voix, la mémoire du refus. Le refus de la violence. Ces femmes, ce sont aussi des mères. Celles de la place de Mai en Argentine. Ces folles qui se rassemblent tous les jeudis depuis 47 ans pour réclamer le retour de leurs enfants enlevés par la dictature militaire. Ces femmes juives et arabes israéliennes qui se rassemblent en 2016 pour chanter la prière des mères et réclamer la paix entre Israël et la Palestine. Ces femmes brésiliennes qui dénoncent depuis 2020 dans leur chanson Peur les ravages des féminicides dans leur pays. Ces femmes américaines ou françaises qui descendent dans la rue, dans leur quartier pour dénoncer les violences ou réclamer un meilleur contrôle des armes à feu. Ces femmes russes qui protestent contre le départ de leurs fils à la guerre en Tchétchénie ou en Ukraine. Discrètes et silencieuses, les femmes. Ce que j'entends dans la voix de toutes ces femmes, au-delà du refus, au-delà de la résistance, c'est un appel à la paix. Vous saisissez l'urgence ? L'urgence d'écouter dans la voix des femmes les valeurs humanistes qu'elles portent. L'urgence d'ériger en modèle ces voix qui ont appris à ne pas dominer pour se faire entendre
alors oui, moi je crois que la voix des femmes n'est pas un problème. Je crois que la voix des femmes peut même être moteur d'espoir, à une condition, qu'elle soit enfin écoutée. Mais au fait, ça veut dire quoi, écouter? Écouter, pour moi, c'est désirer entendre. Et je crois que trop souvent, on ne désire pas entendre la voix des femmes. Parler dans le vide, c'est si souvent l'impression qu'ont les femmes qu'on ne désire pas entendre. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une voix de femme qui vous semblera insupportable, je vous invite à respirer, détendre vos épaules, relâcher vos muscles, repousser les jugements qui s'emparent de votre tête et continuer à écouter. Dans les aigus que vous estimiez criards, hystériques, peut-être commencerez-vous à entendre l'enthousiasme, la colère, la conviction. Et peut-être qu'à force de recevoir de l'écoute, les femmes trouveront-elles un chemin vers l'apaisement, la confiance, l'audace. Si les femmes ont une voix, que chacune d'elles puisse oser faire entendre la sienne, en sachant qu'elle sera écoutée, crue et entendue. Que le son d'une voix ne soit plus jamais le signal d'une autorisation à discréditer, mépriser ou humilier. Que les femmes prennent enfin leur juste place dans le monde qui a tant besoin d'elles et de leur voix.